Chers téléspectateurs, nous allons maintenant parler de quelque chose qui fâche sur le continent. Oui, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais on va pinailler maintenant là-dessus. Le franc CFA est-il toujours une solution pour les pays africains? Je suis sûr que cette question ne va pas plaire dans les foyers. Il va dire, on l'a jeté au point. Mais non, je pose juste la question. Abdou Sissi, quel est selon vous le vrai problème du franc CFA? Alors, le franc CFA a deux dimensions. C'est une monnaie qui a deux dimensions. Sa première dimension, c'est l'outil. L'outil CFA, le fait qu'on tienne des billets, qu'on échange, etc. Ça, les billets qu'on fabrique en France. Voilà. Chamalier est fabriqué en France. Voilà. Et donc, les billets, donc les moyens de paiement, tout ça, c'est l'outil. L'outil, quand on le regarde de très près, il n'a aucun problème. Pourquoi? Parce que quand vous interrogez les banques centrales, elles vous disent qu'elles vont lutter contre l'inflation et elles vont faire en sorte qu'il y ait stabilité financière, qu'on appelle, qu'on peut aussi dériver en stabilité monétaire. Alors ces deux-là, c'est très bien géré. Donc voilà pourquoi je dis qu'eux, ils gèrent très bien l'outil. Ce qu'ils ne gèrent pas bien, ce que je considère qu'ils ne gèrent pas bien, que les banques centrales ne gèrent pas bien, africaines. Voilà, ouais, ça veut dire la BEAC et la BCEAO. Gèrent bien l'outil, les deux gèrent bien l'outil. Pourquoi? Parce qu'elles luttent contre l'inflation et elles gèrent la stabilité financière. Donc elles organisent la masse monétaire pour qu'il y ait stabilité financière. Ça, je considère qu'ils le font bien. Ce qu'elles ne font bien, ce qu'elles ne font pas bien, c'est que c'est le fonctionnement du franc CFA. C'est-à-dire que c'est le mode de fonctionnement du franc CFA qui est un problème. La façon dont le CFA fonctionne. C'est-à-dire, alors là, on va être très très succinct. Tout à l'heure, vous êtes revenu sur la Banque Centrale Européenne. Là, on va en parler clairement. Parlons-en. Quand la crise de 2008 a éclaté, la crise de subprime aux États-Unis, les États-Unis ont commencé à faire ce qu'on appelle le quantitative easing. Le quantitative easing, c'est quoi? C'est-à-dire que quand l'État américain, quand un des États américains a une dette qui arrive à échéance, au lieu que l'État s'acquitte de sa dette, non, si l'État devait la dette par exemple à la Chine, la Banque centrale américaine, la Fed, prend le titre de la Chine et lui paye. D'accord. Donc on dit que c'est de l'assouplissement monétaire. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez un État qui a des dettes qui arrivent chaque année, il y a des dettes qui arrivent à échéance. Prenons l'État du Texas par exemple. Voilà. Qui a une dette par exemple de X, mais dans X il y a le principal. Le principal c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous empruntez, vous payez des intérêts jusqu'à l'échéance. Mais à l'échéance, le principal vous le payez. Si vous empruntez 100 et que les coupons c'est 10, chaque année vous payez 10, à l'échéance, à la dernière année, vous payez les 100. Donc on appelle le principal. Donc ce qui étouffe les États, c'est qu'elles sont très endettées. Et donc, quand les dettes arrivent à échéance, il faut payer le principal. Maintenant, c'est ce que la Fed fait. Elle dit, vous me donnez les titres. Moi je paye à qui vous devez. Donc ça soulage l'État. Alors là, on laisse la balle de la Fed, on vient à la France. Dans les années 2015, la BCE a commencé. C'est-à-dire que quand la France a une courbe de dette, la France, elle est endettée. Elle a une courbe de dette. C'est-à-dire que dans cette courbe de dette-là, il y a des dettes chaque année qui arrivent à échéance. Mais chaque fois qu'une dette arrive à échéance, on regarde à qui la France la doit. Si elle la devoir à des BNP, Société Générale, mais elle peut aussi la devoir à la Chine ou à des entreprises américaines qui avaient acheté la dette, ou etc. En tout cas, il y a des étrangers à qui elle peut devoir la dette. Qu'est-ce que la Banque centrale fait? Quand la dette arrive à échéance, comme la France n'a pas les moyens de payer, la Banque centrale prend les titres. La France donne à la Banque centrale les titres, la Banque centrale les tient, et comme l'euro est une devise, la Banque centrale paye. Et donc ça, la BCE l'a fait pour tous les pays européens. D'accord. Voyez bien? Et pour le cas africain maintenant. Voilà, maintenant, ça c'est ce qu'on appelle ce qu'ils appellent l'assouplissement monétaire. Certains économistes africains disent que c'est de la fabrication d'argent. Mais on peut les comprendre. Pourquoi? Mais attends, la Banque centrale dit que pour faire de la planche monétaire, pour elle, c'est quand elle donne l'argent à l'État. Les banques centrales disent que quand elles fabriquent de l'argent et qu'elles donnent à l'État, c'est ça la planche. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est de l'assouplissement. Et que pour eux, ce n'est pas de la planche. J'ai dit d'accord, comme ce n'est pas de la planche, nous aussi Africains, il
faut qu'on trouve l'ingéniosité de régler nos problèmes. Bah oui. Donc, vous voyez, Les on arrive au Covid. Oui, 2020. En 2020, là-bas, la BCE, elle achetait des titres qui étaient dans le marché secondaire, des titres qui étaient déjà émises. Mais en 2020, quand la France a fait le quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte, et que vous restez chez vous, on vous paye, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? La France émettait des titres, avant même de les vendre à la BNP ou à eux, elle pouvait venir, après émission, présenter ça à la BCE lui donne l'argent. Waouh. Vous voyez ça? Est-ce que c'est... C'est pas politiquement correct, mais par contre, c'est le rôle d'une banque centrale. Attendez, ça veut dire que la BCE participe au développement des pays. Quand les pays ont des problèmes, la BCE règle les problèmes. Nous, nos banques centrales, cette forme de quantitative easing, ils l'ont fait à moindre mesure. Mais ils ne l'ont pas fait à hauteur de nos besoins. Déjà, ces banques centrales en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale ne sont même pas autonomes. Leur argent est battu en France. Comment voulez-vous qu'elles arrivent à pratiquer l'assouplissement? Je pense que même s'ils sont coincés par la France, ils doivent avoir la capacité quand même de faire de l'assouplissement correct. Maintenant, pourquoi ils ont peur de le faire? Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Ça, c'est une question qu'il faut aborder. Ah, peut-être il faut toujours obéir au maître. Voilà. Le maître n'a pas donné l'ordre, on ne fait pas. Voilà. Alors, donc, quand je parle du mode de fonctionnement qui doit être revu, donc le fonctionnement du CFA, c'est ça le vrai problème, c'est que la façon dont le CFA est bâti, les gens de la BCAO, ils vous disent, ou de la BEC, qu'ils ne peuvent pas faire cet assouplissement. Pourquoi? Parce que c'est en 2017. En 2017, j'ai théorisé un modèle financier où j'ai dit, si on respecte ce modèle-là, on va financer nos projets. Je vais y revenir tout à l'heure avec la dette sénégalaise, pour donner un exemple. Alors, maintenant, si nos banques centrales, du fait qu'elles sont coincées dans l'accord de coopération et qu'elles ont des problématiques de devises à gérer à gauche, à droite, et donc elles ont aussi une forme d'émission monétaire à respecter, elles se disent qu'elles ne peuvent pas le faire. Mais je pense qu'elles doivent commencer à prendre le risque de le faire pour régler les problèmes des Africains. Si elles ne le font pas, je ne vois aucune solution, sinon que les Africains sortent du CFA. Moi, je ne vois pas d'autre solution. D'accord. Comment le franc CFA pourrait-il être une solution aux problèmes du Sénégal en particulier et des autres pays qui l'utilisent en général? Mais je pense que c'est la question centrale. C'est la question centrale. Alors, on revient sur la dette du Sénégal. Le Sénégal a aujourd'hui, en estimation, un peu moins de 17 000 milliards de dettes publiques. On l'avait arrondi. On avait arrondi, voilà. Dette publique. Alors, mais dans ces 17 000 milliards, quand vous regardez, parce que la dernière loi de finances que j'ai regardée, le principal doit représenter un peu plus de 11 000 milliards. C'est-à-dire, c'est le principal, ce qu'on a emprunté. Donc, entre 17 000 milliards et 11 000 milliards, vous avez 6 000 milliards. 6 000 milliards. Donc, c'est les 6 000 milliards qui vont être des intérêts à payer. Mais les 11 000 milliards, c'est du principal. D'accord? Maintenant, je reviens en 2019. En 2019, Macky Sall avait dit qu'il avait des recettes de 2000 et quelques. Rien que les salaires qu'il payait aux Sénégalais, c'était 1000 milliards, environ 1000 milliards. D'accord? Le fonctionnement de l'État. Alors, le fonctionnement, il n'en parle même pas, parce que chaque année, il n'arrive même pas à fonctionner. Ah bon? Non. C'est-à-dire, en fait, il y a 2200 de recettes. D'accord? Rien que les salaires, ça lui coûte 1000. Ça lui prendrait presque la moitié. Le remboursement de la dette tournait autour d'un peu moins de 1000. D'accord? Et donc, tu vois, donc les recettes étaient bouffées à la fois par les salaires et les remboursements de dette. Donc, le pays n'arrive pas à fonctionner. Il n'y a pas d'investissement, voilà. Donc il n'y a pas de création d'emplois. Mais voilà, parce que ce qui lui restait au total dans l'année, c'était environ dans les 200 milliards comme ça. Et il doit fonctionner dedans, régler les déficits, etc., etc. Et donc du coup, elle emprunte. Donc, ça veut dire que en empruntant sur les marchés, on ne va jamais résoudre nos problèmes. Jamais. Ça c'est clair. Maintenant, et donc il y a deux problèmes. Il y a, parce qu'on emprunte dans les marchés. Le deuxième problème, c'est qu'il y a le FMI, la Banque mondiale, qui ne regarde que le compte d'exploitation général. Maintenant, quelle solution apporter à tout ça? Je donne un exemple. Moi, j'aime bien donner des solutions. Parce qu'en Afrique, on a trop de problèmes, on en discute tout le temps, mais rarement on propose des solutions. Un peu trop, je crois. Mais rarement on donne des solutions. Et là, je vais proposer une solution. La solution, c'est quoi?
nous sommes arrimés à l'euro. Nous ne sommes pas arrimés au yen, Au yuan, non. quoi que ce soit, C'est au l'euro. euro bleu. Alors, Rien. si vous allez dans le dictionnaire des enfants de Molière, le arrimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand quand B est arrimé à A, ça veut dire que si A tourne à gauche, Ben, B tourne à gauche. si A tourne à droite, B tourne à droite. Si A continue, B continue. Continue. Donc ça veut dire que si on est arrimé à l'euro, la France à l'euro, donc si la France a des flexibilités monétaires à travers l'euro, nous aussi nous devrions lui bénéficier parce que nous sommes arrimés. Ah, Ça c'est une théorie, c'est pas une théorie, c'est une réalité. C'est une logiquement. Voilà. Mais seulement, ce n'est pas le cas. Ouais, mais maintenant, comme c'est une logique, on va utiliser cette logique. Comment on va l'utiliser? On va utiliser la logique. Aujourd'hui, on va prendre tous les pays africains qui sont dans la zone franc. Vous prenez la CEMAC, les pays de l'Afrique de l'Ouest, tout ça. On prend toutes nos dettes et on prend le principal de toutes les dettes. Au 1er janvier 2025, on prend tous les principaux de la dette, on dit que maintenant, les banques centrales vont racheter le principal. La BEAC et la BCEAO rachètent le principal. Après, les gens vont me demander comment ça va se faire. Je vais expliquer. Ils vont le racheter. Parce que s'ils acceptent de le racheter, ça veut dire que chaque année, nos États ne payent que les intérêts. Et donc, des recettes que nos États ont, s'ils payent que les intérêts, ils pourront avoir un peu de moyens de fonctionner. Donc, ils vont avoir un peu plus de liberté. Augmenter le salaire des fonctionnaires, s'occuper de certains services, parce qu'aujourd'hui, un fonctionnaire au Cameroun, il ne fait jamais son travail. Parce qu'il trouve qu'il ne gagne pas assez d'argent. Il ne gagne pas assez d'argent. Donc, si les gens ne sont pas pour signer un document, il tend la main pour 1000 francs. Mais voilà. Donc, en réalité, pas qu'au Cameroun. mais c'est même partout en Afrique. Oui. Et donc, quand on fait cette méthodologie-là, maintenant, on va me demander cette histoire de la Banque centrale qui rachète les dettes, la partie principale des dettes, comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Mais on fait exactement ce que fait la France. Mais vous savez très bien, ici, le principe de la France est faites ce que je vous demande de faire, ne faites pas ce que je fais. Oui, mais maintenant, comment est-ce que vous allez y arriver? Attends, comme maintenant en Afrique, vous avez des Abdou Cissé. Vous convoquez la France, vous convoquez les FMI, vous convoquez des Abdou Cissé, des gens 14 fois plus intelligents, des gens 25 fois plus compétents qu'Abdou Cissé. Il y en a plein en Afrique. Vous les convoquez et on se met ensemble à table, on discute. On leur dit voilà, on va faire comme ça. Bon, ne dites rien à ce que je vais avancer là, d'accord? Ne dites rien, car vous travaillez en Afrique. Est-ce qu'Alassane Ouattara pourrait faire cela? Permettez-moi d'en douter. Est-ce que Oligui Nguema pourrait faire cela? Non, sûrement. Est-ce que Paul Biya pourrait le faire? Ouais, mais... Kaka Déby pourrait le faire? Oui, je pense qu'il pourrait. Est-ce que Touadéra pourrait le faire? Il en est encore venu demander les 10 millions d'euros ici à Emmanuel Macron. Pensez qu'il pourrait le faire? Vous voyez donc que le vrai problème de ce Français fait des Africains, c'est la qualité de leurs dirigeants aussi. Ne dites rien. Protégez vos marchés là-bas. Voilà. Alors non, mais c'est surtout qu'en fait, moi, j'ai déjà organisé quelque chose dans ma conscience. C'est qu'en Afrique, on a passé beaucoup de temps à penser que nos problèmes, c'est les dirigeants. On a beaucoup pensé que nos problèmes, mais parce que aussi, on ne propose pas de solution. Parce que aussi, on a des dirigeants qui sont ce qu'ils sont, etc. Et vous les voyez ces derniers temps. Moi, vraiment, en 5 ans, j'ai senti un regain de panafricanisme chez nos dirigeants. Et partout. Ah bon? Ah oui. C'est-à-dire que Biya, vous le voyez, vous les Camerounais, vous parlez toujours de votre président. Mais là, le jour où il a dit en réunion, c'était à la CEMAC, où il a carrément dit que la façon dont la dette est gérée n'était pas... Mais il s'est rebellé. Attention, c'est à nous de proposer des solutions. Proposons. Et moi, je ne veux plus qu'on tape sur nos dirigeants. À l'exemple, nous disait au Sénégal, on a choisi maintenant nos dirigeants. Nous, on a choisi... C'est qu'il n'est pas encore dans plusieurs pays. On a choisi Diomaye et Sonko, donc interdit de critiquer. Il ne faut pas critiquer. On va les aider. S'ils écoutent. S'ils écoutent, voilà, on les accompagne. Mais on ne critique pas. Vous, tout ce que je reçois ici, si ces dirigeants écoutez vos émissions, ou bien ils vous appelleraient pour discuter avec vous. Donc voilà. Mais ça viendra, c'est pas très facile, c'est pas très facile. Les choses arrivent doucement. Moi je ne suis pas très pressé. Bon,
Monsieur le Président, écoutez nos émissions. Il y a beaucoup de choses à prendre là-dedans. On poursuit. En tout cas, on peut racheter nos dettes. Les banques centrales peuvent les racheter. Maintenant, on va me dire que pour la partie extérieure de la dette, comment la Banque centrale va faire? Parce qu'en fait, on a une dette intérieure, une dette extérieure. Du côté de l'intérieur, les banques centrales peuvent prendre de l'argent CFA et payer. Ce n'est pas le cas de l'extérieur. De l'extérieur, il va falloir avoir des devises. Des devises. Oui. Oui, parce que si on a une dette envers la Chine, si la Banque centrale doit payer la Chine, la Banque centrale ne peut pas donner des CFA. Il faut donc que les CFA passent par la banque, par le trésor public français. Mais il faut des devises. Il faut que les CFA passent par le trésor public français. Oui, ça c'est éternellement. Mais dans le contexte aujourd'hui du CFA, il faut qu'on ait des devises. Mais on a signé un contrat avec la France qui dit que si on a besoin de devises, elle nous donne. Si la France respectait ces accords avec l'Afrique, on n'en serait pas là. On peut l'inviter à la On est d'accord ou pas? On peut l'inviter à la voilà. Bon. À la lecture de vos multiples contributions au débat sur le franc CFA, vous disiez, je vous cite, c'est vous qui l'avez dit, avant de sortir du CFA, les Africains doivent réclamer leur dû. Sinon, ils perdront beaucoup d'argent. Comment expliquez-vous votre phrase? Vous m'avez vraiment lu. Hein. Je glane un peu, je cherche un peu avant de recevoir l'invité. Ça fait plaisir de voir que... Vous l'avez dit, c'est bien sûr. Non, je l'ai dit exactement comme ça. Qu'est-ce que vous vouliez par là? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, il n'y a qu'en Afrique où on dit aux gens, vous êtes endettés, donc vous avez un passif, parce qu'une dette c'est un passif, mais on ne leur dit jamais, mais qu'est-ce que vous avez en actif? Or, dans tout exercice, on ne regarde pas seulement le passif, on regarde l'actif. Quand un comptable fait le bilan, il fait l'actif-passif. Il ne fait pas l'actif seulement et il tire des conclusions. Il regarde l'actif et le passif. Mais en Afrique, nous, les gens qui sont de l'autre côté, qui nous regardent, ils ne regardent que notre passif, nos dettes. Ils ne cherchent pas à regarder, mais nous, en fait, qu'est-ce qu'on a en actif? Maintenant, quand les gens vous doivent quelque chose et que vous leur devez quelque chose, il faut faire le différentiel. Nous, la dette qu'on doit, c'est clair, on doit à la France, on doit à la Chine, on doit aux États-Unis, on doit à tout le monde. Et personne ne dit jamais ce qu'il nous doit. Voilà. Maintenant, moi, j'ai réfléchi sur ce qu'on nous doit. Voilà. Et pourquoi je dis que les gens nous doivent et que si on sort du CFA comme ça, on risque de perdre beaucoup d'argent? La raison est simple. Dans les années 80, le FMI a instauré, avec l'appui de la France, des ajustements structurels. Quelles étaient les causes? Les causes, c'était quoi? C'est-à-dire qu'on sortait en 78-79 du choc pétrolier et nous n'avions pas de devises. Nous avions des problèmes de devises. Il y a un économiste sénégalais, Matar Diouf, qui a fait un texte excellent là-dedans. Et je m'en suis inspiré. Et donc, nous avions des problèmes de devises. Et comme on a signé un accord de coopération avec la France devrait amener les devises. Normalement. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité le FMI à venir nous faire les ajustements structurels. C'était Michel comme dessus à l'époque. Ce nom me dit quelque chose. C'est un Français. Ouais. Comme d'habitude. Alors, quand on a fait les ajustements à partir de 1980, quand on est arrivé jusqu'aux années 93-94, côté d'évaluation, en tout cas, la France et les FMI se sont rendus compte que les ajustements n'ont pas été bénéfiques. N'ont pas été bénéfiques pour l'Afrique. Mais bon. Alors, en 2023, il y a eu des échanges entre FMI et Banque mondiale aux États-Unis, où le directeur du FMI avait bien dit, reconnu que ces ajustements-là, c'est un tort. Et vraiment, un tort aux pays africains. De la même chose qu'ils ont reconnu que ce qu'ils ont fait à la Grèce, c'était un tort. Alors, donc, les gens reconnaissent qu'ils nous ont fait perdre du temps. Maintenant, moi, j'ai regardé le temps qu'on a perdu depuis 1980 jusqu'à maintenant, du fait qu'on nous a fait des ajustements. Comment je l'ai fait? J'ai fait un modèle mathématique dans lequel je fais interagir les budgets annuels que nous avons, les dettes annuelles que nous gérons, les PIB que nous avons, et tout ça. J'ai fait interagir tout ça, et j'ai fabriqué un modèle dans lequel je regarde, si on n'avait pas fait les ajustements, combien ça coûte. Et j'ai trouvé un montant. Je vais y revenir. Ça, c'est un. J'ai trouvé un montant.
Donc je dis que ce montant-là, je le regarde en date de 2024, mais c'est un montant qui a été estimé à partir des années 80. Mais c'est ce qu'on appelle un calcul actuariel. D'accord? Donc on fait plutôt de la capitalisation, on prend les problèmes, on les capitalise jusqu'en 2024 et on donne la valeur. Ça relève du métier d'actuariat. Après, on arrive en 93, avant 94, avant l'évaluation. On arrive en 93, fin 93, la France est en cohabitation. Mitterrand est président, et Chirac, la droite a gagné les élections législatives. Chirac ne va pas être Premier ministre, il a Balladur arrive, les caisses de la France sont vides. Ouais, les caisses là, ça j'ai fait toutes les recherches. Il n'y avait pas d'argent dans les caisses françaises. Ça revient souvent, il n'y a pas souvent d'argent dans les caisses françaises. Mitterrand, les gens l'ont un peu truqué en disant que l'État-providence, il a trop dépensé, etc. Mais en tout cas, la France n'a pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe en ce temps-là, tu sais, avant octobre 93, tu pouvais prendre des CFA de l'Afrique de Douala, tu prenais tes CFA, tu allais à Dubaï, tu achetais ce que tu veux. Et les gens de Dubaï, ils prenaient les CFA, ils les retournaient au Trésor français, le Trésor français leur donnait des devises. C'est comme ça que ça se passait. Alors on arrive en octobre, Balladur arrête la convertibilité. Sous prétexte, il dit, mais attendez, ces Africains-là, nous leur garantissons leur monnaie et ils vont acheter chez nos concurrents. Ils n'en donnent pas le droit d'acheter. Attends, mais en fait, ça, ce n'est pas marqué dans le. En fait, le contrat ne l'interdit pas. Le contrat ne l'interdit pas. En fait, il nous impose quelque chose. Et donc, on a changé le traité, on a arrêté la convertibilité. Donc, ça veut dire que le traité, le CFA, je disais que c'était un traité. Le traité n'a toujours pas été touché. Et écoutez bien, Koulibaly, il l'explique très bien. Je vais la voir. Le traité n'a pas été touché, mais on a arrêté la convertibilité. On a arrêté la convertibilité. Alors, l'arrêtant d'octobre 93 jusqu'en 2024, 10 janvier 2094, parce qu'ils l'ont arrêté en octobre 93, et le 10 janvier 2094, on a dévalué. D'accord? On a dévalué. Donc, la dévaluation, maintenant, on va regarder ce que ça nous coûte jusqu'en 2024. Le fait qu'on a dévalué, quel est le retard? Alors maintenant, pourquoi maintenant on doit réclamer quelque chose sur la dévaluation? C'est parce que quand tu regardes les universitaires français, ils prennent l'accord de coopération qu'on a avec la France, ils disent que c'est un contrat d'assurance. Ça je l'ai décortiqué dans l'article dont je vous parle de 2020. Ils ont fait la démonstration. Les universitaires français, ils ont dit que la France est un assureur, mais c'est un drôle d'assureur. C'est un drôle d'assureur. Ce sont les universitaires français qui disent cela. Je l'ai écrit dans l'article. Il faut voir cet article. Le passage du texte où je l'ai pris là, je l'ai même marqué. C'est Nongo Sambasila qui m'avait donné le passage. Nongo Sambasila que nous saluons et que j'aimerais bien recevoir bonjour. Alors donc, le passage même où les universitaires disent que la France est un drôle d'assureur, le passage il est dedans. Les universités français, vous précisez. Les universités français. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'on arrive, la France a signé un contrat pour dire que si vous n'avez pas de devise, je vous donne. On n'a pas de devise, au lieu qu'elle donne les devises, elle dévalue. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation? C'est ça le problème. C'est ce que les Africains, il n'y a pas de discussion sur ça. Qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation? Alors, comme nous avions un compte d'opération en France, donc, il y a un compte de la monnaie CFA spécifique en France. Dans ce compte de la monnaie, avant, quand vous aviez un franc français, c'était 50 francs, 50 francs CFA. Après, on change, on fait un franc français, ça fait 100 francs CFA. Ah oui. Donc, voilà. Donc, mais quand on dévalue le franc CFA, donc son équivalent avec la devise, oui, va baisser de 50%. Voilà. Et donc dans le compte de la monnaie en France, dans ce compte-là, le passif baisse. Et quand le passif baisse, il y a assez d'actifs pour couvrir. Et donc on dit, allez, comme on a dévalué, c'est fini, on n'a plus besoin de vous donner des devises. Le fait de dévaluer, c'était pour éviter de nous amener des devises. Parce que dès qu'on a dévalué, donc le compte d'opération et le compte de la monnaie n'avait plus de problème. Et le compte d'opération aussi n'avait plus de problème de besoin de devises. Alors maintenant... Mais les économies locales... mais attends, là tu es en train de parler des problèmes. Mais moi je suis en train d'accuser la France d'abord. Dans l'accusation, comme c'est un contrat qu'il a signé, il signe un contrat, un assureur, il dit si tel événement se réalise,
Nous apportons. Nous apportons des devises. Donc voilà, donc la solution c'est ça. Maintenant, l'événement se réalise, On il n'a n'apporte pas. Voilà. On dévalue. Maintenant, là, même si on est en 2025, en 2024, un contrat d'assurance, il n'y a pas de Il n'y prescription. a pas de prescription, non? Donc ce qu'on dit, on dit à la France, maintenant tu payes. Maintenant, comme ce qu'il devait payer là en 93, j'ai fait le calcul de sa valeur en 2024. Ça me donne combien? Ah mais doucement, j'ai fait le Nous avons les chiffres ici. Ça donne combien d'argent? Attends, j'ai fait ce calcul-là et je l'ai rajouté au calcul que j'ai fait en disant que du fait qu'on nous a fait les ajustements structurels, ça nous a coûté tant. Voilà, donc j'ajoute ces deux montants-là. Quand j'ajoute ces deux montants-là, c'est 5 fois, entre 4 et 5 fois la dette totale de l'Afrique. Cela signifie que Tikenja Fakoli avait raison de poser la question, ainsi donc l'Afrique doit du fric. Finalement, c'est la France qui doit l'argent aux pays africains. Plus que la France. C'est-à-dire que la France c'est grave, c'est sûr, mais le FMI, la Banque mondiale aussi, parce qu'eux, ils ont participé aux ajustements. Et ils sont d'accord qu'ils se sont trompés. Ils sont d'accord, ils l'ont dit. Ah mais ils l'ont dit. Donc, alors, quand on a fait du tort à quelqu'un, on le répare. Mais voilà. Quand est-ce qu'il répare? Demandons de l'argent qu'on nous doit, on le met à côté, ça fait de l'actif devant le passif est nul. C'est terminé. Waouh! Vous avez compris, chers téléspectateurs? Moi aussi, j'adore mon émission. Parce que j'apprends des choses comme vous. Pour terminer, non, j'ai encore une question préparée et une non préparée à vous poser. Vous permettez, hein, même si le temps court. En 2 minutes, pouvez-vous nous permettre de mieux comprendre certaines choses? Vous êtes expert en actuariat. J'ai à peu près compris ce que c'est, mais ce n'est pas sûr que tout le monde a compris. Vous êtes expert en actuariat pour des compagnies comme Dangote Cement et consorts. C'est quoi concrètement votre boulot? Il consiste à quoi? Il consiste à quoi? Alors, c'est très intéressant. Alors, je vais commencer par expliquer en quoi consiste le boulot. Après, pour finir, je vais définir l'actuariat. Il vaut mieux que je définisse l'actuariat après. Alors, quand vous prenez Dangote, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, Dangote a des filiales qui sont là-bas. Et pour ces filiales-là, Dangote, par exemple, doit tenir ses comptes tous les ans. Alors, en tenant ses comptes tous les ans, là maintenant, quand vous prenez la convention collective des entreprises, par exemple au Sénégal, qui sont dans l'industrie, parce que ce que Dangote est classé dans les sociétés industrielles. On prenait la convention collective, en dehors des salaires qui sont payés aux employés de Dangote, il y a ce que la convention dit, qu'en fait c'est des droits aux salariés, mais ces droits-là, les salariés ne peuvent les exercer que quand ils terminent leur carrière dans la société. Tu vois? Donc on dit que ce sont des indemnités de fin de carrière. On vous paye un salaire, mais chaque année, si vous avez de l'expérience, si vous avez des années que vous passez dans, vous gagnez toujours des droits qui vont dépendre de votre dernier salaire, mais ces droits-là, on ne vous les paye que si vous restez. Si vous êtes fidèle jusqu'au bout de votre carrière. Voilà. Si vous partez, c'est perdu. Ah, si vous partez, c'est perdu. Donc, un salarié africain qui a fait 15 ans dans une société qui démissionne, qu'il fasse attention parce qu'il a perdu 15 ans en droit indemnité fin de carrière. Vous voyez? Maintenant, avant, ces droits-là, les entreprises pouvaient faire le calcul, mais on ne leur imposait pas de mettre ça dans le bilan. On leur imposait de laisser ça dans les annexes des bilans. En disant, dans l'annexe, tu fais que signifier, tu dis, alors je dois peut-être à telle personne, truc, mais en fait, on ne le compte pas dans le bilan. Maintenant, comme on sait que maintenant la retraite est un vrai problème en Afrique, l'OADA a changé dans le système, dans le SUSQUADA, le système comptable, l'OADA a changé. Depuis le 1er janvier 2018, l'OADA a dit que si vous avez des engagements de retraite de ce genre, on vous conseille d'aller le valoriser chez un actuaire et de le comptabiliser, vous le mettez dans le bilan. Et quand on met un passif dans le bilan, il faut mettre un actif en face. Donc il faut le provisionner. Donc ça fait en sorte que même si la société a des problèmes, l'argent n'est pas dans la trésorerie. Et donc les salariés sont sûrs que leur argent est quelque part dans le bilan. Même s'ils ont quitté l'entreprise, ils ont cet argent? Non, ceux qui quittent, on ne les compte plus. C'est perdu. Mais c'est pour ceux qui restent. Donc ce sont ces engagements de retraite-là qu'il faut valoriser dans les entreprises. Et c'est ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que les entreprises pouvaient calculer les droits directs. Par exemple, s'ils calculent les droits directs, ils font comme si tout le monde partait aujourd'hui. Et donc, ils calculent ce qu'on doit aujourd'hui à tout le monde si tout le monde partait. Mais ce montant-là, ce n'est pas un montant qu'on peut mettre dans un bilan, parce que ce n'est pas un montant réel.
Parce que les gens sont encore là, mais il y a aucune. Les gens peuvent l'année prochaine ne plus être là. Donc ils peuvent ne pas bénéficier de ça. Ils peuvent décéder, comme ils peuvent aussi changer d'entreprise. Et donc tous ces paramètres-là, nous en tant qu'acteurs, on les prend en compte et on calcule un montant raisonnable qu'il faut mettre dans le bilan pour être sûr qu'on va couvrir ce passif. Vous êtes dans vous êtes complémentaire aux experts comptables. Comptable, voilà. C'est-à-dire que quand l'expert comptable quand le commissariat au compte doit venir vérifier les comptes, donc si le commissariat au compte fait son travail correctement et que la société a des engagements qui atteignent 500 millions, 1 milliard, etc., le commissariat au compte doit dire, alors on va chercher un actuaire qui valorise le montant. Je vais envoyer cette émission à ma grande sœur qui est expert comptable. Je commence à apprendre son métier en plateau. Mais c'est sur ça que je travaille avec beaucoup d'experts comptables qui sont au Cameroun. Je suis leur actuaire conseil. Quand ils ont des comptes à gérer en fin d'année, donc ils passent par le cabinet Cisco Consulting. Nous, on valorise les engagements de retraite et on fait le reporting. Parce qu'en fait, derrière, il y a un reporting qu'on appelle l'IAS 19 et l'IFRS. Et donc, quand les sociétés sont cotées en Europe, qu'elles ont des filiales en Afrique, on doit faire l'IFRS. Mais quand les sociétés ne respectent que le Cisco WADA, on ne fait pas l'IFRS, mais on fait l'IAS 19. Et là, on fait le reporting CSB et CSB 10. IFRS. Insurance. Insurance, quoi? Est-ce que ça signifie? Non, norme comptable internationale. Il faut l'appeler comme ça. Norme comptable internationale. Norme comptable internationale. Il fallait qu'on comprenne, moi je te perds de temps. Rebonjour, vous êtes toujours sur JMTV+. Nous parlons aujourd'hui des géopolitiques, économie, financier. Notre invité est un économiste chevronné qui travaille beaucoup dans l'histoire du laboureur et ses enfants. Il doit sans doute être le laboureur car il travaille beaucoup. Je vous ai cité dans la première partie l'étendue de ses compétences. Monsieur Abdou Cissé, rebonjour. Rebonjour et merci. Ça va toujours bien? Ça va. Bon, on va s'amuser. Nous allons maintenant évoquer la dette africaine en général et celle du Sénégal en particulier, ou je pourrais inverser dire la dette du Sénégal en particulier et de l'Afrique en général. Dès son arrivée aux affaires Abdou Cissé, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, je le cite, avait contredit l'ancien régime sur les chiffres de la dette du Sénégal et du déficit public. Ma question est longue, hein? Exact. Ouais. Bien. Dans un rapport de la Banque mondiale, il est indiqué que ce déficit est autour de 24 000 milliards de francs CFA de dette pour le Sénégal. Bien entendu que le rapport de la Cour des comptes du Sénégal est attendu. C'est ça. Quelle est votre lecture de cette situation? Première question. À combien pourrait s'élever cette dette intérieure et extérieure du Sénégal? Exact. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de bruit au Sénégal depuis que M. Sonko est là. C'est vrai qu'il avait son estimation de la dette publique globale et du déficit comparé à ce que l'autre régime avait donné. Donc il y avait eu des écarts. Et la Banque centrale, par contre, la Banque mondiale, elle a donné ce qu'on appelle la dette extérieure totale. Les 24 000 milliards, c'est la dette extérieure. Non, parce qu'en fait, les 24 000 milliards, c'est complètement la dette extérieure totale, tant privée que publique. Et quand on dit privé et public, dans le privé, il y a des grandes entreprises au Sénégal qui ont des dettes extérieures. Ces dettes-là sont comptées. Donc, là où il faut faire attention, c'est qu'il n'y a pas tellement, peut-être il y a un écart entre ce que dit M. Sonko et ce que dit l'ancien régime. L'ancien régime disait quoi? Quand on regardait l'ancien régime, on était autour d'une dette publique qui tournait autour de 15 000 milliards. 15 000, maximum 16 000, maximum. 15 000 milliards. Et pour Ousmane Sonko? Quand Ousmane Sonko est venu, il a fait ses calculs et allé jusqu'à presque un peu moins de 17 000 milliards. D'accord. Voilà. Là, on est toujours en dette publique. Uniquement. Voilà. Maintenant, cet écart-là, en fait, je pense que M. Sonko a fait un excellent exercice. En fait, ce qu'il a fait, ce que moi j'appelle, en fait, il a certifié les comptes. Maintenant, celui qui est habilité à certifier les comptes, c'est la Cour des comptes. Voilà. Mais lui, il a certifié à sa façon. C'est-à-dire, il a dit, je vais compter la dette et le déficit à l'instant T où nous sommes.
Alors que si j'ai bien compris, dans l'ancien régime, quand on était au milieu de 2024 et qu'on comptabilisait la dette, les dettes qui sont survenues entre la fin d'année 2023 et là où nous sommes en 2024, ils ne le comptabilisent pas. Donc ça peut faire cet écart-là. Voilà. Maintenant, ce qu'il faudrait bien voir, c'est que aujourd'hui, quand on regarde les données du ministère des Finances, au deuxième trimestre, je pense, de 2024, on est en dette publique au Sénégal autour de 16 600-700 milliards, comme ça. On va arrondir à 17 000. Voilà, 17 000 milliards. Arrondi, vraiment. Arrondi, oui. Voilà. Il peut y avoir des marges, voilà. dessus ou en dessous. On va ce qui est quand même une dette très lourde. Colossale, quand même. Elle est quand même colossale. Il faut le reconnaître. La dette, elle est très très lourde. Juste une parenthèse, j'espère que ces entreprises étrangères au Sénégal payent des impôts au Sénégal. Alors ça, vu comment le nouveau régime qui contient beaucoup d'anciens inspecteurs des impôts, comment le nouveau régime a commencé à travailler, je pense que toutes les niches fiscales qui nous étaient peut-être pas profitables sont en train d'être épluchées. Cela signifie que sous le régime de Macky Sall, d'Abdoulaye Wade, d'Abdou Diouf, si on entend ces entreprises ne payaient pas les impôts. Si on entend l'équipe de M. Sonko aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient au Sénégal et qui étaient des multinationales peut-être et qui avaient quand même certaines exonérations. Ils payaient des impôts peut-être, mais qu'ils avaient quand même beaucoup d'avantages en termes d'exonération. Bien. Ça se dit beaucoup. Il y a 5 ans, j'étais au Sénégal pour tourner avec l'entreprise Ilemel, qui est à Mermoz. Mermoz. Ouais. Je dormais à Sacré-Cœur et j'ai tourné. L'entreprise s'appelle Ilemel. Ça appartient à Camerounais. Et nous avons, j'avais fait des reportages, j'avais vu jusqu'à l'intérieur du pays. Hein, on a traversé Salimbourg, on est allé vraiment dans les villages très retirés à la tournée. Alors, lorsque je regarde les entreprises sur la route, la majorité des entreprises est française. Hein? Je peux le dire. Hein? Vous pouvez le dire. Ouais. Bon, ça veut dire que les entreprises françaises ne payaient pas suffisamment les impôts sur cette terre où elles faisaient leur argent. En tout cas, le rapport qu'on attend de ce nouveau régime en parlera beaucoup, on dira beaucoup, et sera encore beaucoup plus précis sur ces problématiques de quelle entreprise française paye des impôts et pas. Vous comprenez pourquoi je disais ainsi dans l'Afrique doit du fric. Vous ne payez pas les impôts et on vous doit l'argent. Abdou Cissé, même si on n'arrive pas à bien comprendre à combien s'élève la dette individuelle d'un pays, pouvez-vous nous donner une estimation globale de la dette africaine? La dette africaine, oui. Alors, quand surtout Afrique francophone. Alors, ceux qui peuvent s'exprimer sur la dette africaine, le premier, c'est la BAD. C'est la Banque africaine de développement. Elle est plus assujettie. Et moi, quand j'ai regardé ces chiffres, en fin 2023, la BAD en était à presque 1150 milliards de dollars de dette africaine. Alors, 1150 milliards, si on convertit de milliards de dollars, si on convertit en CFA, on tourne autour de 700 000 milliards, comme ça, pour toute la dette africaine. Vu toutes les ressources qu'il y a sur ce continent, on devrait pouvoir éponger toutes ces dettes. Vu les ressources, cette dette n'a pas de signification. Sincèrement. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, l'actualité en France, c'est quoi? C'est que certains journalistes, certains économistes disent qu'il faut prendre l'épargne des Français et payer la dette. Ce que Marc Toiti refuse totalement. J'ai écouté Marc Toiti. Ils sont 3 000, les économistes français, ils sont 3 000. Vous ne pouvez pas trouver 2 sur les 3 000. Si vous les regroupez par 3, d'accord, vous allez avoir 1000 façons de regrouper à 3, minimum, au minimum. Je ne suis pas dans le calcul de probabilité. Et là, vous n'allez pas les mettre d'accord. Même si vous le regroupez par 3, vous n'allez pas les mettre d'accord. Mais ce que les économistes veulent dire, en fait, le sens de cela, c'est une façon de dire que la dette n'a pas de signification. Pourquoi? Quand on parle de l'épargne des Français, on parle de ce que les Français ont thésaurisé, par exemple, soit en assurance vie, soit dans des comptes bancaires. Quand on le groupe en épargne au total, c'est l'équivalent de la dette française. Mais on ne parle pas du patrimoine français, parce que le patrimoine français fait 57 fois beaucoup plus élevé. Plus élevé. J'ai écouté Emmanuel Le Chypre sur une radio concurrente, je préfère ne pas citer, qui a évalué ce patrimoine-là la semaine dernière, donc la première semaine du mois de décembre. Et le patrimoine français, franchement, est
costaud. On ne peut pas dire que ce pays est en faillite au vu de Non. son patrimoine. Mais la peur qui aujourd'hui guette la France, c'est que le manque de liquidité dans les caisses amène l'État à vendre. C'est ça. La difficulté, c'est pas de tout le revendre. Ça, c'est vrai. C'est dur. C'est dur. C'est problématique. C'est très problématique. C'est dur. Alors maintenant, quand on voit cette dette-là, la dette française par rapport au patrimoine français, et qu'on revienne en Afrique, qu'on regarde la valeur de la dette totale africaine comparée au patrimoine rien que du sous-sol africain, dans le sous-sol africain, mais la dette africaine n'a aucune signification. Aucune signification. Mais non, le problème, c'est quel est l'instrument de mesure qu'on utilise pour dire que les gens sont endettés ou pas. Je prends un exemple. Si je prends un mètre ruban d'un tailleur, vous venez au Sénégal, vous avez des tailleurs qui ont un mètre ruban. Si vous voulez faire un costume ou un boubou sénégalais, ils vous prennent vos mesures. Donc le mètre ruban, il fait 3 mètres maximum ou 4. Alors si je vous donne ce mètre ruban et je vous dis de quitter ici, quitter Paris ici, et de me mesurer la distance entre là et Douala, qu'est-ce que vous allez me dire? Voilà. Vous allez me dire que c'est impossible, je vais passer des années là-dessus. voilà, donc vous me dites que l'instrument de mesure que je vous ai donné N'est pas la bonne. n'est pas conforme Du tout. à l'espace que je vous demande de mesurer. Donc, vous voyez, quand on prenez la croissance qui fait que les gens ont la croissance et on dit donc on peut les laisser s'endetter ou pas, la croissance c'est une mesure. Mais c'est une mesure. Mathématiquement, on peut démontrer que c'est une mesure. Et c'est une mesure, mais l'instrument qu'on utilise pour mesurer la croissance, cet instrument en France et aux États-Unis, ne peut pas être le même qu'en Afrique. Je donne un exemple très simple. Quand vous venez à Douala, vous sortez de l'hôtel. On ne va pas citer parce qu'ils n'ont pas payé pour faire la pub. Ah mais j'aime bien la ville, voilà pourquoi je leur fais la pub. Hein. Moi, Douala, bon, d'accord, c'est bien. C'est bien. Mais il n'y a pas autant de belles routes à Douala. Ah, Dakar, soyons sérieux. C'est une ville que j'adore. Bien qu'il y a du désordre, tout ça, mais c'est une ville adorable. Alors, quand vous sortez de l'hôtel Crystal Palace et que vous marchez un peu sur le boulevard Aqua, vous voyez, je voyais une maman qui vend des avocats. Je la croise là-bas tout le temps. Un jour, je dis, mais maman, ça va? Vous arrivez à vous en sortir avec vos avocats? Elle me dit, oui, je m'en sors bien. Je dis, ah bon? Mais combien vous faites par jour? Elle me dit, bon, si la journée est correcte, allez, j'ai fait un 20 000, 25 000 francs CFA. Je dis, et votre investissement? Elle me dit, ouais, mais j'ai coûté ça dans mon champ, donc allez, ça va me coûter 5 000 quoi. J'investis 5 000, je gagne. Regarde, ça marche. Si ça marche, journalière est de 20 000. 20 000, vous comptez sur ce. Ne dites pas tout. Au Cameroun, on veut désormais taxer ah le bon? sang. Donc ne dites pas tout. Non, mais en fait, taxer cette maman. Ce que je veux juste préciser, c'est que l'activité de cette maman n'est pas comptée dans le PIB. Alors qu'elle paye la scolarité de ses 2 enfants. Alors qu'elle paye la TVA, alors qu'elle paye la scolarité de ses 2 enfants. Et tout ce qu'elle achète, elle paye la TVA. Elle paye la TVA là-dessus. Et son activité n'est pas comptée dans le PIB. Donc, nous les Africains, le premier problème qu'on a, c'est que la façon dont on mesure les indicateurs macroéconomiques chez nous, c'est nous qui devons les changer. Donc, la façon dont les gens regardent notre dette doit changer. Je prends un exemple. Quand vous prenez le FMI qui vient voir le Sénégal, le FMI lui dit, bon écoute, tes recettes sont dedans. Alors, prenons, quand on était en 2019, Macky Sall avait des recettes de 2200 milliards en 2019. Bon, après maintenant, les dépenses dépassaient 2200 milliards. Et donc, si les recettes sont inférieures aux dépenses, vous avez un déficit. Et si le déficit est là, vous empruntez pour le combler. Et maintenant, l'année prochaine, non seulement vous devez payer la dette, mais vous allez emprunter pour la payer sans compter le déficit qui vient vous recourir, etc. Et donc, voilà. C'est infernal. Voilà. Mais quand on regarde, quand le FMI nous parle de nos recettes et de nos dépenses, c'est que le FMI ne regarde que les flux annuels, les flux entrants et les flux sortants. Alors donc c'est comme si le FMI ne regardait que notre compte d'exploitation générale. Or, quand vous allez voir votre banquier pour qu'il vous finance parce que vous avez un projet, il ne vous demande pas seulement votre compte d'exploitation de l'année, il vous demande aussi le bilan. Le bilan, surtout le bilan. Mais le FMI, le problème, c'est qu'il ne regarde pas le bilan de nos États. Le jour où on va les inviter à regarder nos bilans, je pense qu'on pourra résoudre beaucoup de nos problèmes. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein, le CC? Est-ce que ce n'est pas fait à dessein? Je pose la question.
on peut se poser cette question. La question est légitime. Bon. Maintenant, c'est à nous de nous battre pour que nos bilans soient regardés en même temps que nos comptes d'exploitation générale. Chers téléspectateurs, je l'explique pour les enfants qui font CM2 ou 3e. JMTV Plus est une entreprise française qui a besoin de financement, je vous le dis, hein, mais je ne prends pas tous les financements. Voilà pourquoi je ne grossis pas vite. Si je vais à ma banque, on ne va pas demander à savoir qu'est-ce que j'ai stocké comme matériel, on va demander mon bilan annuel pour voir qu'est-ce que j'ai fait comme chiffre. C'est en fonction de cela qu'on me prêterait et qu'on prêterait de l'argent à JMTV+, sachant que mes recettes et mes dépenses peuvent me permettre de rembourser. C'est bien ce qu'on peut comprendre. Alors, il y a un peu de nuance. C'est-à-dire que, en fait, ton banquier, il va te demander à la fois ton compte d'exploitation générale qui contient tes recettes et tes dépenses, et qui fabrique ton résultat, mais il va aussi te demander ton bilan. Pourquoi? Parce que c'est le bilan qui montre ton patrimoine. Parce que les années passées, les résultats que tu as fait, on le voit dans le bilan. Dans le bilan, donc le bilan, il contient ton patrimoine et qui montre ta richesse. Alors que le compte d'exploitation de l'année, il montre les flux que de l'année. Que de l'année. Donc quand le FMI vient voir le Sénégal et regarde ses recettes, ses dépenses, ses déficits, ses trucs, il est dans son compte d'exploitation générale. Il ne va pas voir le bilan. Ces experts du FMI sont-ils aussi des économistes? Ah, ils sont des économistes. Non, non, ils sont calés. Ils sont calés, donc s'ils ne regardent pas le bilan et tout, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Je suis entièrement d'accord. Je voulais vous amener là-dessus. Voilà, je suis d'accord. Vous avez joué au serpent, mais c'est pas grave. Je ne veux pas trop critiquer, c'est pour cela. Non, c'est pas grave, laissez-moi critiquer, c'est mon job. Mais je sais comment vous amener à critiquer. Ah, mais là, vous m'avez amené à critiquer. Ah, ben j'avais dit, il faut dire la vérité. Si j'aime, tu veux plus, je vous dis tout. D'accord. Bon, voilà. Dernière question qui est dans l'actualité. Ce n'était pas prévu, mais on ne peut pas ne pas en parler. Il s'est tenu à Yaoundé au Cameroun ce 16 et 17 décembre 2024 le sommet de la CEMAC sur ce fameux français, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ce sommet-là? Alors, quand j'ai lu la presse camerounaise et un peu la presse aussi de l'Afrique de l'Ouest, ce qui a été dit, c'est que sur le plan économique et sur le plan financier, la CEMAC va mal. Très mal. Et va mal au point où même il y a des rumeurs de dévaluation du franc CFA. J'ai discuté avec quelqu'un qui travaille dans une très grosse banque au Cameroun qui m'a dit non, il n'y aura pas d'évaluation. Votre lecture, vous? Moi, ma lecture, c'est quoi? Moi, ma lecture, c'est qu'il faut impérativement que l'esprit même, le sens même, la quintessence même, la réflexion même autour d'une dévaluation du CFA, que les gens l'oublient. Parce qu'en fait, ce n'est pas une solution. C'est pas une solution. On perturbe tout le monde. Ça ne sert à rien de dévaluer le franc CFA. Maintenant, si les Africains décident de sortir du CFA, on va mettre en place l'éco, dont on parle tout le temps. Mais moi, l'éco, je ne suis pas d'accord pour qu'on la mette seulement en Afrique de l'Ouest. Moi, je considère que on doit avoir un dénominateur commun entre la CEMAC et la BCEAO. Ouais. Pourquoi déjà la France avait divisé? Mais ça, c'est la France. Parce que ça l'arrange qu'on divise. Mais nous, ça ne nous arrange pas. Je prends un exemple. Aujourd'hui, si vous voulez faire un virement de la Côte d'Ivoire à la CEMAC, c'est pas simple. Hein. Nous avons une solution. Je vais vous l'expliquer à la fin de cette émission. Voilà. En plus de ça, nos deux monnaies ont été détachées. Il n'y a plus de lien entre nos deux monnaies. Quand j'arrive au Burkina Faso, il y a quelques années, j'ai le franc CFA d'Afrique centrale sur moi, je peux rien acheter au Burkina avec. C'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais même pas ça, même si tu veux les convertir maintenant en franc CFA, si tu viens avec 100 000 francs de l'Afrique centrale, tu n'auras pas 100 000 francs CFA. Tu vas avoir un peu moins. Ah oui, mais nous qui voyageons tout le temps, on voit ça. Revenons donc sur ce sommet de la CEMAC, ce 16 et 17 décembre. Voilà. Quelle lecture faites-vous donc de ce sommet-là? Il n'y aura pas de dévaluation franc CFA pour vous? Je ne voudrais pas qu'il y ait de dévaluation. Je veux inviter tous les États africains à comprendre que la dévaluation, ce n'est pas une solution. Par contre, des économistes qui sont dans l'économie pure et dure te parlent de si on dévalue, on devient compétitif. Mais si tu deviens compétitif, c'est parce que tu as quelque chose à vendre. Mais tu ne produis rien, tu n'exportes rien. On ne vend rien.
Donc la compétitivité, elle ne nous amène nulle part. Nulle part. Donc la solution, ce n'est pas de dévaluer. La solution aujourd'hui de l'Afrique, c'est une seule chose. C'est revoir la façon dont on construit les indicateurs macroéconomiques. Ça, il faut le revoir de bout en bout avec le FMI, la France, les États-Unis, tout ça. On n'est pas d'accord avec la façon. Ou bien nous, nos États nous donnent ordre, on se regroupe entre experts et nous, on organise la façon de faire du PIB, la façon de faire de la croissance, etc. Mais la façon, ça c'est la première des choses. Première des choses. La deuxième des choses, il faut que nos banques centrales comprennent que à partir de dorénavant, elles ont obligation à participer au développement de nos pays. À partir de dorénavant, pour ne pas dire à partir de maintenant, elles ont obligation de participer au développement des pays. De tout le temps, dans la façon dont ils ont fait, elles ont fait la politique monétaire, elles n'ont jamais participé au développement. Mais là maintenant, c'est devenu crucial. On ne peut plus reculer. Mais ça va tailler l'herbe sous le pied de l'aide au développement cher à la France. Mais non, on n'a jamais eu de développement. La France même sait très bien qu'elle ne nous a jamais aidés. Ça, on le sait. Oh, ça va tailler l'herbe sous le pied des agences françaises de développement. Je pense que la France actuellement a beaucoup de soucis dans ses relations avec les Africains. Et elle doit aussi faire marge de manœuvre, faire très attention pour ne pas perdre, pour ne pas détériorer toutes ses relations avec l'Afrique. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas sur une chaîne française? Vous avez compris maintenant? J'ai très bien compris ça. Je pense avoir compris. Quand vous ne voulez pas en France, on va aller s'installer au Niger ou au Mali pour créer notre média, tout ça va. On va parler. La solution n'est pas à la dévaluation, la solution est à l'utilisation du CFA, de l'utiliser pour se développer. Et pour l'utiliser pour se développer, il faut le concours de la Banque centrale. Pour le concours de la Banque centrale, il faut qu'on fasse exactement comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on fasse de l'assouplissement monétaire comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà, et qu'on n'ait pas peur de l'inflation, parce que nous, l'inflation, même quand on ne fait rien, on l'a. On l'a déjà. Ah, on est pas. Alors, Abdou Sissi, comme je ne sais pas grand-chose, ni de votre domaine, ni du reste, il doit sans doute avoir une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus. Alors, répondez à la question non posée pour clôturer cette émission. Ça, c'est la question piège. Et la question non posée, la question allez-y. non posée. Non, oui, je pense que aujourd'hui, l'Afrique est dans une forme de tournant. Un tournant, les Africains ont pris conscience tous de ce que, par exemple, des grands comme Cheikh Anta Diop disaient, que les Africains doivent s'armer de science jusqu'aux dents. De science. De science jusqu'aux dents. Et le pays où on célèbre le plus Cheikh Anta Diop, c'est le Cameroun. Ah bon? Ah ouais. Le pays où on c'est connaît. le dernier pays qu'il a visité avant de mourir. C'est le pays où l'on connaît le mieux Cheikh Anta Diop. C'est extraordinaire. Moi, quand je suis au Cameroun, c'est démesuré. Les gens ont Cheikh Anta dans la chair. Et quand un jour le jeune Yamtiba m'a dit que je pense son professeur un de ses professeurs, chaque fois qu'il venait en cours, les 15 premières minutes, il a parlé de Cheikh Anta. C'est extraordinaire. Nous, on n'a pas eu ça au Sénégal. Moi, j'ai connu Cheikh Anta, j'avais 30 ans. Pardon? Moi, j'ai connu Cheikh Anta. Enfant de Sénégal, né au Sénégal. Je l'ai connu, mais en fait, je l'ai lu, quoi. Je l'ai lu. Mais quand j'étais au Sénégal, jeune comme ça, je ne lisais pas. Je lisais pas. Mais je voyais mon grand frère très RND, Cheikh Anta, et qui passait ses vacances dans les villages pour aller travailler avec des cultivateurs, leur montrer en quoi Cheikh Anta était bon pour être président, etc. Je voyais ça, mon grand frère Tamsir Cissé. Mais moi, le premier livre de Cheikh Anta que j'ai lu, c'est Nation d'agriculture, j'avais 30 ans. C'est là où je me suis réveillé. Voilà. Donc, ce tournant-là, il est là. Les Africains prennent conscience. En Afrique, on crée maintenant beaucoup de valeur ajoutée. On fait beaucoup de choses, on n'attend plus personne. Ce qui reste seulement, c'est que les États accompagnent. Parce que quand
la France passe sa vie à monétiser ses enfants. La France. En France, depuis que tu es né jusqu'à ce que tu meurs, on te monétise. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand ton enfant arrive dans une famille, en dehors des salaires des parents, on donne des allocations familiales. Il faut voir les allocations familiales, ce n'est pas des allocations. Hein. Ah non, c'est des augmentations de salaire. C'est-à-dire que quand on a institué au début de la protection sociale française, les patrons avaient dit, mais s'il faut que chaque fois un enfant naisse, on augmente le salaire des parents, ça va être compliqué pour nous. Ce qu'on va faire, on va cotiser nous dans une caisse, on va cotiser dans une caisse des allocations familiales, et quand quelqu'un a un enfant, la caisse lui paye. Donc c'est un complément de salaire. Donc la famille grandit, les revenus de la famille, on les grandit. Donc je dis qu'on monétise un enfant. Donc si les parents sont aisés, donc les allocations familiales, ils les laissent sur le compte de l'enfant. Quand il a 18 ans, il a plus de 200 000 euros. Ouais. Donc en France, on monétise tout le monde. En Afrique, on monétise personne. Personne. On saurait même déjà. Voilà. Il faut qu'on se réveille. D'accord. Et moi, je peux mettre en place un système où on monétise tout le monde. C'est très facile. Je ne vais plus vous lâcher. Hein. Mais c'est très facile de monétiser tout le monde en Afrique. Mais il faut que les banques centrales sortent de leur niche là, où ils considèrent que la politique monétaire, c'est la pression sur la masse monétaire qui circule. Non. Et puis il faut reconnaître que la masse monétaire qui circule en Afrique ne représente pas la richesse qu'on crée. Nous créons beaucoup de richesses, ça ne se retrouve pas dans la masse monétaire. Il n'y a pas assez d'argent en Afrique. Il n'y a pas d'argent. On ne vit que avec l'argent central. On ne vit pas avec la masse monétaire. On vit qu'avec la masse monétaire n'atteint pas son vrai niveau. Voilà, donc globalement, j'invite tous les Africains à continuer ce réveil-là. Et je suis très optimiste quand je vois les jeunes Africains, comment ils font, comment ils apprennent vite, comment. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf géopolitique, économie et finances. Notre sujet du jour, zone sur le franc CFA et la dette des pays des deux zones francs. L'actualité est brûlante en Afrique francophone. Actualité géopolitique, entre parenthèses, tension entre la CEDEAO et l'AES. Actualité économie marquée des dettes souveraines de plus en plus insoutenables. Actualité sur le franc CFA avec la réunion des présidents de la CEMAC sur fond de dévaluation du franc CFA. Pour y voir un peu plus clair, pour nous expliquer tout ceci, notre invité du jour est Abdou Cissé, PDG du groupe Cisco Consulting Solvisio, si je prononce mal, il le corrigera tout à l'heure, cabinet d'actuariat, de finances et banque d'affaires, président de la Fédération des actuaires de la FANAF et vice-président de l'Institut national des actuaires du Sénégal, parrain de l'Association des actuaires africains de Paris, membre de l'Association internationale des actuaires et membre de la finance innovation de Paris, économiste en industrie, des assurances et de la finance, expert en actuariat, en gestion actifs, passifs et en finance. Le cabinet Cisco Consulting est aujourd'hui actuel conseil de plusieurs grandes entreprises africaines. Je vous cite quelques-unes. La compagnie sucrière du Sénégal, Dangote Cement Afrique subsaharienne, Port de Dakar, ICS Indorama, Saga International, RMG Concept et d'autres entités. Abdou Cissé, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Ce sera désormais comme ça, ne vous inquiétez pas. Comment allez-vous? Ça va, comme on dit, sénégalaisement. Ah bon, ben, moi je sers tous les mains de mes invités pour vérifier leur ADN, pour être sûr que c'est vraiment vous. Que bienvenue sur GMTV+. Merci beaucoup. Pour votre première. Hein. J'espère que vous reviendrez. De toute façon, je ne vous lâcherai plus jamais. Vu tout ce que vous savez faire, j'ai envie de vous demander, dans la fable du laboureur et de ses enfants, vous êtes plutôt le laboureur ou bien vous êtes l'enfant? Ah, et une question extrêmement pertinente. Parce que j'aimerais bien être le laboureur, mais je me retrouve très souvent à être son enfant. Parce que là, ça vous travaille tellement que j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous ne faites pas. Merci.
Chers téléspectateurs de JMTV+, je vous remercie pour votre fidélité car les chiffres viennent de tomber, je vais vous les présenter tout à l'heure. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'année, mais vous avez été 4 800 000 à suivre JMTV+ sur YouTube, uniquement sur YouTube, sans compter les autres plateformes. Les chiffres sont tombés aujourd'hui. Nous sommes le 17 décembre 2024. Voilà, je vous remercie et continuez comme ça quand on sait que JMTV+ a été fermé 2 ans, 2 mois et n'a réouvert que le 5 janvier 2024. Vous comprenez qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas encore que c'est réouvert. Donc, 5 millions, c'est sûr, 5 millions d'ici la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup. Nous continuerons à vous produire des programmes que vous aimez, et M. Abdou Sissi ce soir vous en dira beaucoup sur le franc CFA. On commence. La semaine du 10 au 12 décembre 2024 s'est tenu à Dakar un colloque international sur la monnaie, la convertibilité et la souveraineté, avec une forte présence d'universitaires d'Afrique pour discuter du franc CFA. Une énième réunion sur ce serpent de mer qu'est le franc CFA. On sait que les universitaires manquent de pratique, M. Abdou Sissi, en management d'entreprise. Et surtout, de maîtrise de rouage de la finance internationale. Au regard de votre cursus et vos nombreuses contributions sur le franc CFA, sur la finance et l'assurance africaine, n'avez-vous pas l'impression d'avoir été le grand absent à ce colloque à Dakar? Merci encore pour cette invitation et merci de me donner l'occasion de me mettre en face de vos auditeurs. Téléspectateurs surtout. Surtout vos téléspectateurs. Téléspectateurs, vous avez parfaitement raison. C'est vrai que ce colloque a eu lieu et c'est un colloque que je salue beaucoup parce que depuis 2017, je n'arrête pas d'appeler à des formes de grands congrès sur le franc CFA, mais des congrès qui regroupent tous ceux qui ont des contributions positives là-dessus, pour qu'on discute ensemble en tant qu'Africains et qu'on trouve des solutions. Alors, ils ont été très clairs, Ils avaient fait appel à des panélistes, donc ils ont ouvert à tout le monde. Bon, personnellement, j'ai eu beaucoup de contraintes, j'ai pas pu y participer. Je prends l'exemple aussi d'un de mes petits frères, grand économiste que je salue, Nouveau Sambasila, qui m'a dit aussi qu'il avait quelques contraintes, il n'a pas pu y participer. Mais je pense que des colloques comme ça, c'est bienvenu. Il faut les continuer. Et c'est dans ces colloques qu'il faudrait voir comment combiner l'expérience des économistes africains qui sont dans l'économie avec l'expérience des autres Africains qui peut-être ne sont pas dans l'économie en tant que telle, mais sont dans l'économie de la finance, sont dans l'économie des assurances et un peu l'économie aussi de la situation internationale. Ça, je trouve que c'est d'une importance capitale et pour cela, je salue encore un de mes petits frères camerounais, Yam Timba, qui est à Douala, et qui vraiment fait beaucoup d'efforts pour que les gens comprennent pourquoi il faut associer à la fois les économistes qui sont universitaires et les économistes qui sont de terrain, qui ont travaillé dans des grandes entreprises, etc. Mais je pense que, bon, j'étais absent, je le regrette beaucoup, mais j'attends le rapport final pour essayer de donner une contribution, mais j'en suis très heureux. Avez-vous été invité au préalable? Alors, en fait, personnellement, je n'ai pas été invité, mais il y a eu appel à panel, c'est-à-dire il y a eu appel pour que les gens qui souhaitent participer à de tels colloques puissent envoyer, par exemple, un document qu'ils voudraient bien présenter. Donc ça, c'est à saluer. Vous avez donc compris, chers téléspectateurs, il aurait pu y être, M. Abdou Sissi, mais il était très occupé. Vous avez vu la liste de tout ce qu'il fait. Enfin, est-ce que vous dormez? Vous trouvez du temps? On arrive à dormir. D'accord. Depuis près de 10 ans, les Africains n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente sur le franc CFA. Qu'est-ce que le financier que vous êtes propose pour sortir de la cacophonie ambiante autour de cette question-là? Bonne question. Vous savez, le colloque que vous venez de citer est déjà une solution parce que pourquoi? On regroupe des gens qui ont des contributions et on essaie d'en tirer un document final qu'on va proposer aux États. Ça, c'est déjà une bonne solution. L'autre chose à faire, c'est que je pense que nous, en Afrique, on n'a toujours pas posé sur la table nos vrais problèmes. Lesquels par exemple? Par exemple, on parle du CFA.
On dit le CFA, est-ce qu'on doit y être, est-ce qu'on ne doit pas y être, est-ce qu'on doit sortir, est-ce qu'on doit rester. Il y a un chapitre qui y est consacré. Consacré. Et donc l'idée c'est d'abord qu'on se dise, mais quels sont nos problèmes? Qu'est-ce que nous avons comme problème? Et de façon centrale et de façon résumée, le gros problème que nous avons en Afrique, c'est que nous n'arrivons pas à financer nos économies. Nous n'arrivons pas à trouver assez d'argent pour que ce que nos économies demandent, on le finance. Alors, qu'est-ce que j'appelle ce que nos économies demandent? Quand vous prenez un État, l'État a besoin de deux choses. L'État a besoin de fonctionner, de faire tourner son fonctionnement. Mais en deuxième lieu, l'État a besoin d'investir. En effet. Pour que ces populations puissent subvenir à leurs besoins. Plus travailler déjà. Travailler. Tant qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Travailler et subvenir à leurs besoins. J'évite de prononcer le mot développement. Parce que je considère que ça devrait sortir du jargon des Africains. C'est un mot qui est galvaudé. C'est ça, c'est ça. On a toutes les sauces. Toutes les sauces. Et donc, du coup, je cherche à ne pas dire se développer, mais essayer de subvenir à nos besoins. Et donc, si l'État a besoin de fonctionner et en plus de ça, d'investir, il lui faut déjà avoir des moyens de le faire. Mais quand on regarde depuis les indépendances, le cursus financier dans lequel nous sommes est un comportement dans lequel il est difficile pour nos États, à partir des relations qu'ils ont avec leur entité qui les gère, qui sont des banques centrales, de pouvoir trouver ces financements. Donc l'heure aujourd'hui est à la réflexion pour les Africains, de réfléchir sur comment trouver les moyens de financer nos problèmes. Et c'est en ce moment qu'on va toucher le CFA. On va dire, mais le CFA tel qu'il fonctionne, est-ce qu'il nous aide à financer notre développement? Et c'est là où tous les économistes africains se regroupent et sont d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la façon dont le CFA fonctionne, ça ne nous permet pas de nous développer. La banque centrale que vous citez là, je vais un peu venir sur le cas occidental. Aujourd'hui, la France est en difficulté. On sait que Mme Christine Lagarde, par peut-être, je dis peut-être, ne m'accusez pas, peut-être par patriotisme, ou tout simplement peut-être pour que l'Europe ne s'effondre pas, a dû faire des micmacs pour aider la France. Bon, cette banque centrale européenne a donc une indépendance qui ne se discute pas. Y a-t-il l'équivalent d'une telle banque dans l'un des deux blocs CFA en Afrique? Non, et c'est ce qui est déplorable. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez le rôle que joue la BCE, la Banque Centrale Européenne, envers des pays comme la France, le Portugal, le rôle, ce n'est pas le même rôle que nos banques centrales jouent. Quand vous regardez le rôle que la Fed, la Banque Centrale américaine, joue envers les États-Unis, ce n'est pas le même rôle que nos banques centrales jouent. Vous prenez la Banque Centrale Suisse, la Banque Nationale Suisse, son rôle, etc., ce n'est pas la même chose que le rôle de nos banques centrales. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un accord monétaire. La Banque centrale, le CFA est un traité. Le franc CFA, ce n'est même pas un contrat, c'est un traité. Et quand, je pense que les Africains doivent beaucoup écouter quelqu'un qui a été dans le CFA, qui est M. Mamadou Koulibaly, qui est ancien ministre des Finances de Côte d'Ivoire. Mais je n'arrive pas à l'avoir, mais il faut l'avoir. Trouvez-moi son numéro, M. Koulibaly. Il faut impérativement l'avoir parce que c'est un docteur en économie qui a pratiqué le CFA. C'est le CFA, il faut le pratiquer. Le pratiquer comment? Il a été ministre des Finances. Donc il sait comment fonctionne le CFA. Le jour où vous aurez l'occasion de l'interroger, n'hésitez pas. Et quand vous écoutez quelqu'un comme Koulibaly, vous comprenez que le CFA reste encore un traité. Et dans ce traité-là, la Banque centrale, il y a des mesures qu'elle ne peut pas engager tant que le contrat tel qu'il est conçu, le traité tel qu'il est conçu, n'est pas changé. Alors maintenant, je peux vous faire l'historique un peu du franc CFA avec la Banque centrale pour que vous voyez un peu. Pour que les téléspectateurs, pas que moi seul. Alors, en termes d'historique, où est-ce qu'on en est? On a eu un accord de coopération qui date de très longtemps. Quand on est arrivé dans les années 73, on l'a modifié. Et dans cette modification-là, les gens ont râlé, tout le monde disait que la Banque centrale ne fait pas tellement, ne nous aide pas à nous développer. Donc il y a eu beaucoup de bruit. On arrive en 2020, vous avez vu M. Ouattara et Macron. Macron, déjà, on fait le petit commun pour dire voilà, le centre du CFA va changer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
en décembre, je pense, ou janvier 2019, on a amélioré l'accord de coopération. On a enlevé, on a dit que le compte d'opération n'existe plus, etc. Mais en le faisant, il y avait une convention de garantie dedans qui n'était pas dans la signature. Et ça a été reporté. Ce que je vous dis là, c'était fin décembre, fin 2019. Et donc, ils disent 2019, on resigne le contrat, on enlève l'accord de coopération, on fait quelques modifications, mais la convention de garantie, on va vous l'envoyer après. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On arrive le 20 décembre, je pense, 2020, ou le 10 décembre 2020, si je pense bien. Un an après. Un an après, la convention de garantie est sortie. M. Bruno Le Maire l'a sortie. Et stipulait quoi cette convention? Alors, en fait, c'est la convention de garantie qui doit expliquer exactement comment fonctionne la garantie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous garantit réellement? Et bon, qu'est-ce qu'on nous garantit réellement? Ça a été quand même dit dans l'accord. Mais comment fonctionne cette garantie? C'est-à-dire que quand est-ce que la garantie se déclenche? Et si ça se déclenche, comment ça se passe? Mais quand la convention de garantie est sortie, ce qu'on a juste remarqué là-dedans, c'est qu'il y avait une forme de comité actif-passif que la France a installé pour dire que si vous commencez à avoir des problèmes, on va vous envoyer quand même, on n'est plus dans votre conseil d'administration, mais si vous commencez à avoir des problèmes, on vous envoie quelqu'un qui vient vérifier. Parce qu'en Afrique, il n'y a personne qui a ces compétences-là, n'est-ce pas? Comme vous le dites, c'est très dur. Vous ne pouvez pas vérifier ça. Et donc, la convention disait ça, donc il y avait cette forme de comité actif-passif, mais la façon dont la garantie fonctionne n'était pas encore dans la convention. La convention a renvoyé à des textes annexes. On est en 2020. Hein? Oui. Alors, en 2020, textes annexes que personne n'avait vus. Oui. On arrive en 2021, les textes annexes, on demande, un parlementaire français demande à M. Bruno Le Maire, mais pourquoi les textes annexes là, on n'arrive pas à les lire, savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Il a dit que ça contient des formes de secrets d'État ou je ne sais pas quoi, que donc on ne peut pas le diffuser directement. Et même les députés n'ont pas le droit de les députés français, ils n'ont pas lu. Moi, l'annexe, je ne l'ai toujours pas vu. Sommes-nous dans une démocratie en France, finalement? Mais le député élu du peuple n'a pas le droit de lire l'annexe d'un traité. C'est ce que M. Bruno Le Maire avait répondu. Moi, à ma connaissance, aujourd'hui, en 2024, je n'ai pas vu les annexes, mais il était bon qu'on ait ces annexes pour voir exactement si la garantie se déclenche. Qu'est-ce que ça nous coûte? Parce que la garantie se déclenche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas de devises, on nous les apporte. C'est ça. Mais maintenant, à quel taux? Comment ça va fonctionner? Tout ça, il n'y a pas. Est-ce que les pays utilisant le CFA n'ont-ils pas là le droit de dénoncer ces traités? Alors, moi, en 2020, en août 2020, j'ai pris le problème de ce CFA-là à bras le corps. J'ai pris l'accord de coopération, je l'ai posé, et j'en ai fait une étude qui rime un peu avec le métier que je pratique. Moi, je pratique un métier qui s'appelle l'actuariat. Et l'actuariat est très consommé par les assureurs. On en reparlera. J'ai prévu une question là-dessus dans la troisième partie de cette émission. Vous allez comprendre, chers téléspectateurs. Soyez patients, il nous expliquera en quoi consiste son métier vers la fin. On va pas à pas, n'est-ce pas? Vous me connaissez. Et donc, vous avez parfaitement raison, merci beaucoup. Et donc, l'actuariat consomme, l'assurance consomme beaucoup d'actuariat. Et quand on parle de contrat, donc on parle de relations contractuelles. Et dans tout ce qui est contractuel, on retrouve le mot garantie. Et donc, le métier qui englobe beaucoup la garantie, c'est le métier d'assurance. Et quand j'ai pris le texte, je l'ai étudié comme si j'étais dans une compagnie d'assurance et qu'on m'avait donné les contrats d'assurance que la compagnie a signés avec ses clients. C'est exactement la même chose. Et donc, je l'ai posé, j'en ai fait ce qu'on appelle une revue actuariale. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la France ne nous garantissait rien. D'accord. Je me suis rendu compte que, en fait, le Trésor français a ouvert un découvert aux banques centrales. Le Trésor français a ouvert un découvert à la BEAC et à la BCEAO. Et que ces découverts-là, les gens, ils peuvent l'utiliser. Il leur dit, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Mais quand vous allez voir votre banquier,
qui vous autorise un découvert. Il vous donne l'autorisation de découvert. Mais il ne vous garantit rien. Il ne vous garantit rien. Les AGO derrière, vous utilisez le découvert. Vous payez des AGO. Vous payez des AGO. Vous ne l'utilisez pas. Vous ne payez rien. Vous ne payez rien. En fait, c'est exactement quand on ramène l'accord de coopération à un contrat d'assurance, c'est ça qu'on trouve. Maintenant, le problème, c'est que nous avons des économistes en Afrique qui, quand moi je leur tiens ce langage-là, ils en viennent jusqu'à dire, mais en fait, l'accord, ce n'est pas de l'assurance. Ils vont jusqu'à dire ça. Mais en fait, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que, en fait, quand il y a un problème, il faut essayer de regarder quel est le métier le plus proche. Bah oui. Moi, je ne trouve aucun métier aussi proche que l'assurance, de l'accord de coopération que nous avons signé avec la France. Oui, chers téléspectateurs, il ne faut pas être économiste pour comprendre ces choses. Vous voyez, un découvert, il y a les AGO, si vous utilisez. Je ne suis pas économiste, même moi, le néophyte, je comprends ces choses. Mais comment ceux qui ont paraphé ces contrats le font pour ne pas toucher du doigt ce genre de... Alors, il faut aussi reconnaître une chose. Hein. L'accord, ça date d'après les indépendances. Des fois même, ça fait très longtemps. En ce temps, qu'on le veuille ou non, nous les Africains, nous n'étions pas intellectuellement très armés. Et la troisième chose aussi, c'est que ceux qui étaient habilités à signer ces contrats avaient des relations avec la France qui ne leur permettaient pas d'aller au fond des contrats pour essayer de... C'est comme ça que je prenais. C'est limite si la France n'était pas leur main pour signer ces documents-là. Voilà pourquoi je dis souvent que, attention, vous accusez certains anciens chefs d'État. Cet article que j'avais fait en 2020, où j'ai décortiqué l'article, je l'ai fait lire à des Français. Je sais que des gens qui travaillent au Trésor français, ils l'ont lu, ils n'ont pas changé une virgule. Et c'est un article que j'aimerais bien l'avoir pour diffuser ce sujet un petit peu plus, pour que mes téléspectateurs le lisent également. Exact. Donc je l'attends. Voilà, chers téléspectateurs, on se retrouve dans la seconde partie de cette émission pour évoquer la question de la dette. La dette. Ainsi donc, l'Afrique doit du fric. À tout de suite. Oui. C'est que là, j'ai expliqué ce qu'on faisait chez Dangote, mais je n'ai pas expliqué, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour un État. Pour un État. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour une banque, qu'est-ce qu'on fait pour une compagnie d'assurance. Ce qui nous consomme le plus, c'est les compagnies d'assurance. Pourquoi? Parce qu'en assurance, tu as une voiture, tu vas l'assurer, tu arrives, l'assureur te dit que la prime que tu dois payer, c'est 1 000 euros. Tu te demandes, mais comment il a fait pour trouver 1 000 euros? Et pourtant, il t'a demandé quoi? Il t'a demandé l'âge de ton âge de permis, le nombre de chevaux à bord de ta voiture, est-ce que tu as déjà fait un accident, etc. Il te pose des questions comme ça et il te dit, tu payes 1 000 chaque année. Alors, lui, il n'a rien fait, c'est son actuaire qui a tarifé, qui a fait le tarif, on l'a marqué sur l'ordinateur et que chacun vient, on lui demande l'enseignement, on sort le tarif. Maintenant, tu payes 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros pendant 5 ans, tu as payé 5 000 euros. La 6e année, tu passes sur l'autoroute, tu n'as pas fait attention, et tu as peut-être cogné une voiture qui lui est allé cogner un camion. Le camion avait des trucs dedans, etc. Et donc il y a eu trois catastrophes comme ça, et ça coûte 40 000 euros. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as payé 5 000 euros. Donc l'assureur, il peut te dire, mais toi, tu m'as donné que 5 000 euros pendant 5 ans. Si tu as fait un accident de 40 000 euros, tu dois me payer. Tu dois, non, je paye les 5 000 et toi, tu payes le reste. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Il va payer les 40 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il a mis de la provision de côté. Parce que de la même chose que tu as payé 1 000, d'autres ont payé 1 000, d'autres, beaucoup ont payé, mais tout le monde ne fait pas d'accident en même temps. Et donc, l'actuaire fait la tarification, fait le provisionnement, c'est-à-dire garder un montant d'argent permettant de pouvoir subvenir au risque, faire face au risque. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on fait dans les assurances. Dans les banques, on est dans la couverture de tous les types de risques bancaires. Donc le métier d'actuaire, c'est un métier de couverture de risque. C'est-à-dire qu'un actuaire, c'est un gestionnaire de risque long terme. Et pourquoi le métier d'actuaire commence à prendre son ampleur? Parce que, par exemple, le hasard, personne ne le maîtrise. Tu vois ce qui se passe à Mayotte. Oui, personne n'avait prévu ça. Hein? Donc maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que si les gens qui ont des maisons détruites ont des assurances. Pardon, des maisons, des cabanes. Enfin, il y en a qui ont des maisons détruites, il y en a qui ont des cabanes détruites. Maintenant, ceux qui ont des maisons, je pense bien qu'ils avaient des assurances.
Ils avaient assuré la maison. Mais ceux qui avaient des cabanes, des tuiles, des trucs, ça, je ne pense pas. Donc, tu vois, ça, l'État sera obligé de prendre en charge. Donc là, il y a un défaut de l'État. L'État aurait dû ne pas les laisser dans ces cabanes-là, construire quelque chose et les demander de faire l'assurance. Ce ne sont que des nègres. Ça, je ne l'ai pas dit. C'est moi qui l'ai dit. Si on veut m'attaquer en justice, on m'expliquera est-ce que les Français ne sont pas égaux. Pourquoi nous vivons dans des trucs bien construits ici et eux, ils vivent dans les cabanes. Voilà. Ils sont pas français. Voilà. Quand on dit que le hasard, personne ne peut le maîtriser, vous voyez la catastrophe là. Mais par contre, ce que l'actu a fait, lui, il essaie de maîtriser les conséquences. Il essaie de faire en sorte que les conséquences soient maîtrisées. Voilà, donc c'est ça vraiment le travail. Et au niveau d'un État, au niveau de l'État, je prends l'exemple. Je n'oublie pas. Hein. Ouais. On prend l'exemple de quoi? Du Cameroun encore? Non, on va prendre l'exemple du Sénégal. Parce que le Sénégal a signé un contrat avec FH pour une forme d'autoroute à péage. J'ai vu cette autoroute, je suis parti de l'aéroport Blaise Ndiaye et je me suis dit, je suis à Paris ou quoi? A1, mais c'est la même A1 que j'ai à Paris. C'était comme là. J'ai perdu. Mais seulement le péage est trop cher. Il est trop cher. J'arrête d'aller piquer l'argent en Afrique. Alors, donc, quand on a signé le contrat, et donc, le contrat avait prévu des revoyures une fois l'année. D'accord. Tous les ans, on se voit, et donc je me suis dit, il faut que je sois très sûr, parce que la première fois que j'en ai parlé, j'en ai discuté avec un ancien Sénégalais, il m'avait dit qu'il allait voir le contenu réel du contrat. Mais de ce qu'on m'a raconté, de ce qui était dans le contrat, c'est qu'il était dit que si les flux avaient atteint le niveau escompté, les flux d'argent de péage, qu'est-ce qu'on fait? Allez, chaque année, on déduit ce qu'on donne à FH, et après, s'il y a un surplus, on regarde comment faire. Maintenant, au cas où il n'y a pas assez de flux pour payer, le Sénégal devrait peut-être aller chercher de l'argent emprunté pour payer. Mais je pense que c'est comme ça que c'était libéré, quoi. Je pense. Hein. Mais j'attends toujours le document, mais je pense. Alors, mais dans ce cas-là, quand on est passé une année, 2 années, même un peu plus d'1 an du péage, je pense que le président de la République les a convoqués encore. Il a convoqué les gens des partis. Il a dit lequel président? Le président, c'était le président Macky Sall. Voilà. Et il a encore convoqué, en tout cas, il a demandé à ses ministres de convoquer les gens pour que les revoyures ne se fassent plus une fois l'an. Parce qu'il y a tellement d'argent. Il faut donc que les revoyures se fassent de façon beaucoup plus périodique. Tu vois ça, en actuariat, on l'appelle. On fait le comité actif-passif tous les mois, même pas tous les ans. Le comité actif-passif tous les mois du projet. C'est important. Et donc, si par exemple, quand le contrat là, nous, actuellement, on l'avait lu, mais on n'aurait pas laissé qu'on fasse la revoyure tous les ans. On aurait dit, bon, attends, le comité actif-passif, c'est tous les combien? Mais comme les flux d'argent sont importants, il y a des milliards qui sortent. Et donc là, il faut faire des revoyures, même ça doit faire tous les 2 jours ou 3 jours. Vu combien coûte ce péage, je me suis dit, c'est trop cher pour la vous voyez, au Sénégal, on parle souvent de revoir les contrats qu'on a signés sur le pétrole et tout. Donc, dans tous ces contrats-là, l'actuaire a son regard. Parce que il faut faire une distinction en 2 types de dettes. Quand un État sans dette sur un marché, sa dette est libellée en numéraire. Donc, elle doit de l'argent. L'État sait qu'elle doit 100, elle doit payer 110. Tu vois, ça, c'est une dette en numéraire. Mais il y a d'autres dettes que l'État a qui sont des dettes d'engagement. Et ça, quand on est dans un contrat comme ça à FH, c'est des dettes d'engagement. Si on ne fait pas attention, quand la dette d'engagement se déclenche en dette numéraire, on convertit en argent, ça devient trop cher. Et ça, là, les actuels peuvent bien voir ça. Bien. Je suis sûr que mon ami Tierno Alassane Sall comprend très bien cette affaire. Donc je salue Tierno Alassane Sall. Voilà, j'espère que vous allez bien.